échoué en mer dans des tempêtes violentes. Naufragé dans les Caraïbes et un bateau de croisière entier a coulé en quelques secondes. Voici comment les croisières sont devenues des cauchemars éveillés. Au cœur d'une tempête, un paquebot avec plus de 1000 passagers perd de la puissance, ses moteurs tombent en panne, puis une vague géante brise les fenêtres et inonde les ponts d'eau glacés. Le Viking Sky risque de couler en dérivant vers les rochers de la côte. Le capitaine lance un mayday désespéré, les experts se préparent à une catastrophe. À l'échelle du Titanic, c'est une histoire de négligence choquante. L'histoire de la croisière du Viking Sky qui a failli tourner à la catastrophe. Le 23 mars 2019, alors qu'il traversait la baie de Hustadvik, le Viking Sky a soudainement perdu ses moteurs. Pendant des heures, il avait enduré des vagues de 6 mètres qui s'écrasaient et maintenant, au plus fort d'une violente tempête, il était immobilisé. L'équipage tentait frénétiquement de redémarrer les moteurs tandis que le navire tanguait, mais avec des vents de 90 miles à l'heure, la situation était critique. Ce navire de luxe n'aurait jamais dû être si près de la destruction. Comme nous le verrons, cet incident se préparait depuis des années. Le Viking Sky fait partie des 6 navires de Viking Ocean Cruises. Il se spécialise dans les vacances de luxe, offrant des vues panoramiques sur le cercle arctique et les aurores boréales. Mais Viking Ocean Cruises, société de divertissement, n'a pas l'expertise navale pour entretenir la flotte. À la place, on ne fait capacity que A3, une fois que les navires sont construits par la société italienne Fincantieri, leurs activités maritimes sont gérées par Wilhelmsen, un prestataire de services maritimes basé en Norvège. Le Viking Sky reste aujourd'hui un paquebot de croisière très moderne. Donc lorsqu'il a été lancé en 2017, on pourrait penser que toute sa documentation était en règle, mais des rapports contradictoires suggèrent que ce n'était pas le cas. En 2016, des ingénieurs de Wilhelmsen sur un navire jumeau ont constaté qu'il leur manquait des informations essentielles pour entretenir la flotte. Le fabricant du moteur n'avait pas donné de directive sur les niveaux d'huile et d'alarme des réservoirs de puisard. Cela semble être un oubli étrange pour un croiseur océanique de 400 millions, mais c'est encore plus déroutant puisque les moteurs diesel du navire produisent également son électricité. Donc, en cas de panne en pleine traversée, le Viking Sky serait privé d'électricité et de propulsion. Pendant des années, la flotte a transporté des milliers de passagers sur des navires que ses ingénieurs ne s'avèrent pas vraiment entretenir. Plus inquiétant encore, le navire pouvait accueillir 930 passagers et 465 membres d'équipage. Malgré ces chiffres, il était classé comme un petit navire. Ignorant ces risques, les passagers, majoritairement retraités, étaient ravis de débuter leur croisière de 12 jours le long de la côte norvégienne. En partant de Bergen, l'itinéraire emmenait les passagers vers le nord, à travers plusieurs villes, pour finir par une visite à Bodø. Ils devaient ensuite naviguer vers le sud, traversant une mer dangereuse près de Hustadvika. La région est tristement connue pour ses récifs, ses mers agitées et ses brusques changements météo, donc les marins restent très vigilants pour naviguer en sécurité malgré la pression des horaires serrés. La première semaine de la croisière s'est déroulée comme prévu, et le 21 mars, les passagers profitaient d'une visite à Tromsø, mais c'est à ce moment-là que le voyage a rencontré plusieurs problèmes. Un très mauvais temps était annoncé et les autres compagnies ont annulé les excursions, mais la météo n'était pas le seul souci. Un incident courant pour la flotte. Le générateur diesel-générateur 3 était à l'arrêt à cause d'un turbocompresseur défectueux. Mais le navire prendrait du retard s'il attendait à Tromsø que les pièces de rechange arrivent. Le Viking Sky manquait aussi de personnel, ses pilotes obligatoires faisant office de navigateurs experts. 2 étaient nécessaires pour assurer le passage en toute sécurité dans une section plus difficile de son parcours. Cependant, l'un des pilotes à bord n'était certifié que pour naviguer jusqu'à Kristiansund, et le pilote de remplacement devait rejoindre l'équipage. Après la traversée de la dangereuse Hustadvika, le capitaine et les pilotes étaient sûrs que le navire pouvait passer la baie en sécurité et qu'un technicien réparerait le générateur. Arrivés à Stavanger et conscients des risques, ils ont quitté Tromsø tard le soir, enfreignant ainsi la réglementation maritime. Avec un générateur hors service, le Viking Sky manquerait de générateur de secours si d'autres moteurs tombaient en panne en mer. Et comme les passagers allaient bientôt le découvrir, ce n'étaient là pas les seuls problèmes du Viking Sky. 3 heures après avoir quitté Tromsø, une alarme a signalé un faible niveau d'huile de lubrification sur le diesel générateur. 2 mai s'est arrêté rapidement, donc les techniciens n'ont rien fait. À ce stade du voyage, la météo était bonne, et l'équipage surveillait attentivement la montée du vent depuis la passerelle. Le matin, le capitaine craignait de rejoindre leur prochaine destination.
On prévoyait une détérioration des conditions le soir, risquant de bloquer le navire à l'arrivée au port. Alors, après avoir évalué la situation, il a décidé d'annuler un voyage prévu à Bodø. Déçu, il a informé les passagers que la zone était trop dangereuse pour naviguer. Le Viking Sky a finalement mis le cap sur Stavanger plusieurs heures plus tard. L'équipage a reçu l'ordre de préparer le navire à la dégradation du temps et de sécuriser les objets non fixés dans la coque. Alors que le navire longeait la côte sur des eaux calmes, le vent et les vagues se sont progressivement agités durant la journée. À minuit, la forte brise s'était transformée en vent de force coup de vent, et le journal de bord du navire a enregistré des vagues de 6 mètres. Le capitaine a dû réduire de moitié la vitesse du navire pour assurer un voyage plus confortable. Mais si leur nuit semblait agitée, les passagers ignoraient ce qui les attendait à l'aube. Tôt le lendemain, de nombreux avertissements ont été enregistrés sur le navire. Le premier était une autre alarme indiquant un faible niveau d'huile de lubrification, mais cette fois-ci, c'était pour le réservoir de puisard du diesel générateur 4. Alors que le Viking Sky entrait à Trondheim, des vents violents soufflaient, malgré la protection partielle de plusieurs îles contre la marée. D'autres alarmes ont retenti lors de la traversée du chenal de Trondheim. Cela incluait un second avertissement de faible niveau d'huile pour le diesel générateur, 4 et les prévisions prévoyaient un renforcement des vents déjà forts. Le capitaine a ordonné une liste de vérification pour se préparer au gros temps. Parallèlement, plus de 150 alertes ont été émises pour divers systèmes, dont d'autres alertes de faible niveau d'huile pour le diesel générateur, 4. L'ingénieur de quart a reconnu 3 avertissements distincts pour le diesel générateur, 4 mais tous ont été effacés sans ajout d'huile ni enquête approfondie. Pendant ce temps, les passagers ont reçu leur petit déjeuner comme d'habitude, mais un sentiment de malaise s'est répandu alors qu'ils commençaient à ressentir les effets de la tempête qui approchait. Certains peinaient à rester debout, d'autres voyaient verres cassés et objets glisser sur les tables du restaurant. Finalement, les ingénieurs ont inspecté les réservoirs, testé manuellement les alarmes et relevé les niveaux d'huile vers la fin du quart de matinée. Mais les niveaux ont été jugés normaux et, en quelques heures à peine, cela aurait de graves conséquences. À l'approche de midi, le navire a atteint Hustadvika et un pilote a quitté la passerelle, comme prévu. Désormais de retour en eau libre. Le Viking Sky a été frappé par des vagues de 7 mètres et le capitaine a prévenu les passagers d'une tempête imminente. Moins d'une heure après, la météo a été officiellement déclarée tempête violente. Les portes et les fenêtres ouvertes claquaient de façon incontrôlable contre leur cadre alors que les rafales de vent dépassaient les 145 km/h. Peu après 13 heures, l'équipage a signalé avoir terminé la liste de vérification pour mauvais temps. Cela comprenait le remplissage des réservoirs de puisard avec de l'huile lubrifiante. Mais malgré l'indication que les vérifications étaient interminées, les réservoirs n'avaient toujours pas été remplis à cause de leur négligence. Les moteurs tournaient avec un niveau d'huile bas depuis plus de 24 heures. Alors que le navire tanguait sur la mer, de l'air a été aspiré dans les conduites du système de lubrification. L'alimentation en huile des moteurs a encore diminué, augmentant fortement leur charge. Cependant, une faille fatale inconnue a condamné le voyage dès son départ de Tromsø. En plus d'être sous-remplis, les réservoirs de puisard étaient environ 40% trop petits selon les normes. C'en était trop pour les moteurs du navire, qui avaient atteint leur point de rupture dans la salle de contrôle des machines. Plusieurs alarmes ont retenti simultanément. L'huile du diesel générateur, 4 étant sous le minimum, un mécanisme s'est activé pour prévenir une explosion. Le diesel générateur 1 et le diesel générateur 4 ont perdu de la puissance, puis une alerte de faible niveau d'huile est apparue pour le diesel générateur 1. Malgré la gravité de la situation, les avertissements ont été ignorés et l'ingénieur de garde les a effacés du système. Sur la passerelle, plusieurs étages plus haut, le capitaine et le pilote se détendaient, indifférents au chaos en bas. Quand diesel générateur 4 et diesel générateur 2 se sont arrêtés successivement, ce fut un vrai choc. Les 2 arrêts étaient causés par une faible pression d'huile, déclenchant plusieurs alarmes en même temps. L'ingénieur de quart a immédiatement contacté le chef mécanicien qui s'est rapidement rendu en salle de contrôle. Avec une vitesse réduite, les stabilisateurs du Viking Sky se sont rétractés, faisant rouler le navire à près du double de son précédent angle de 6 degrés. Les responsables étant dépassés par la crise, passagers et personnel se sont retrouvés vulnérables. Ils servaient de toujours le déjeuner et circulaient pendant que les techniciens tentaient tôt de relancer diesel générateur, de Sion. Environ 10 minutes plus tard, diesel générateur 2 a été redémarré par l'équipage et les stabilisateurs du navire ont été remis en service. Mais ce n'était qu'un répit temporaire. Diesel générateur 2 s'est de nouveau arrêté rapidement, suivi par diesel générateur 1 provoquant une panne totale. Le navire, sans puissance ni gouvernail, était bloqué sur l'eau face aux vagues et vents dangereux.
La panique a gagné les passagers qui ignoraient ce qui s'était passé. Dans la pénombre, ils se sont réfugiés sous des lumières vacillantes tandis que le capitaine évaluait. Un membre de l'équipage raconte l'expérience. Tout était cassé, les assiettes, les verres, les meubles. De retour dans la salle de contrôle, l'équipage peinait à gérer un système d'alarme mal conçu. Jusqu'à 1000 alertes retentissaient en même temps, mais beaucoup concernant des systèmes mineurs, ce qui empêchait les ingénieurs de comprendre ce qui n'allait vraiment pas. Quand le capitaine a appelé les ingénieurs, ils n'ont pas pu dire combien de temps il faudrait pour rétablir le courant. Constatant que le navire dérivait vers la côte, il a lancé un appel de détresse. Mayday, 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 ici Viking Sky. Les moteurs sont tombés en panne lors d'une tempête à 100 mètres des rochers. Assistance urgente demandée. La garde côtière norvégienne l'a accueilli et a vite déployé des bateaux pour aider le navire. Avec de l'aide en route, le capitaine a essayé d'arrêter le navire. Les 2 ancres ont été jetées, s'écrasant sur le fond marin avec un bruit sourd inquiétant, mais elles n'ont pas pu tenir dans l'énorme houle, et le Viking Sky a continué à dériver, endommageant les ancres alors qu'elles traînaient sur le fond marin, tandis que les passagers craignaient pour leur vie. L'équipage s'est battu désespérément pour remettre les moteurs en marche. Ils ont compris que la faible pression d'huile était le problème, et ont transféré de l'huile dans les réservoirs de puisard. Une formation insuffisante a empêché la pratique de la restauration d'alimentation sans générateur de secours, donc les moteurs n'ont pas été réinitialisés dans le bon ordre. À ce moment, un pilote a pris le relais, communiqué avec les sauveteurs et le capitaine a préparé le navire pour l'évacuation. Ceci est le signal d'urgence général pour tout l'équipage. Veuillez prendre votre position d'urgence. Et pour vous tous, veuillez vous rendre à vos points de rassemblement à ce moment, soit le point de rassemblement A, soit le B. À leur crédit, les passagers sont restés aussi calmes que possible. Puis une bonne nouvelle est arrivée de la part des ingénieurs. Ils ont réinitialisé le diesel-générateur 2 et rétabli une alimentation limitée, offrant une chance de relancer les moteurs des hélices. Peu après, le Viking Sky a dérivé au-dessus d'un rocher avec seulement 4 mètres sous la coque. Des experts ont averti qu'il ne restait que quelques minutes avant qu'il ne s'échoue, ce qui aurait pu devenir l'une des pires catastrophes maritimes modernes. Une demi-heure plus tard, les passagers attendaient leur sauvetage lorsqu'une vague massive a frappé le navire près du 2e point de rassemblement. Elle a cassé les vitres et arraché une lourde porte métallique, inondant le navire d'eau glacée. Certains ont été blessés par des éclats de verre et d'autres objets projetés, les blessures les plus graves comprenant notamment une fracture du cou lorsque la porte a frappé des passagers. Si la situation n'était pas rapidement maîtrisée, il y avait un réel risque que des centaines de personnes meurent gelées dans une mer hostile, raconte un passager à bord de la croisière. J'ai fini par glisser sur le sol et puis, quand le navire a roulé dans l'autre sens, je suis revenue. Et je me suis retrouvée sous une table, la table coinçait ma jambe et j'avais de l'eau jusqu'au cou. Voyant l'urgence de la situation, les gardes-côtes n'ont pas pu attacher de câbles de remorquage pour stabiliser le navire, qui avait une gîte allant jusqu'à 30 degrés sans autre option. Ils sont retournés à terre et 6 hélicoptères des gardes-côtes ont évacué les passagers en sécurité. Ils sont arrivés à bord du Viking Sky peu après l'entrée d'eau dans la coque et ont aussitôt priorisé les blessés et les passagers vulnérables. Les progrès étaient constants et les secouristes avançaient intondissés selon les conditions, hissant les passagers par 2 pour accélérer l'opération. Diesel générateur 1 et diesel générateur 2 ont été remis en service dans l'heure suivante. Cela a finalement donné au Viking Sky une mince chance d'éviter les hauts fonds, bien que ce soit à une vitesse modérée. Et peu de temps après, un navire des gardes-côtes et le puissant remorqueur Vivax sont arrivés à bord du navire, au grand soulagement de tous à bord. Ils ont aidé le capitaine à s'éloigner du récif. Même ainsi, le navire a eu du mal à se dégager complètement du danger, et Vivax n'a pas pu remorquer le Viking Sky en lieu sûr, donc un autre remorqueur a été appelé en renfort. Mais il faudrait un certain temps pour atteindre la zone pendant que le navire avançait lentement vers des eaux plus profondes. Diesel générateur 2 a brièvement stoppé à cause d'une faible pression d'huile, vite réglée par les ingénieurs. Il avait maintenant les 3 générateurs en marche, et dans un endroit relativement sûr, l'évacuation s'est poursuivie toute la nuit. Aux premières heures du 24 mars, le remorqueur Ocean Response est arrivé sur les lieux. Environ 1100 personnes étaient encore bloquées, même si les sauveteurs travaillaient sans relâche. Gelés et trempés, ils étaient débloqués depuis 13 heures, attendant le jour et la fin de l'épreuve. Au lever du soleil, la tempête se calmait et des câbles des 2 remorqueurs ont été fixés à la coque du Viking Sky. L'équipage a stabilisé le navire grâce à la mer plus calme, et le sauvetage a été stoppé. Peu après, 460 personnes furent évacuées du navire lors d'un effort colossal.
L'ancre tribord, trop endommagée pour être remontée, a été coupée et le Viking Sky a été relié à la terre pour accoster à Molda. Il est arrivé en fin d'après-midi et les passagers restants ainsi que l'équipage ont remercié Dieu d'avoir survécu. Le président de Viking Ocean Cruises s'est excusé en personne auprès des passagers qui ont obtenu un remboursement total de leurs vacances. Cela aurait pu être une situation très grave et je pense que nous sommes très reconnaissants envers le capitaine Arnie. Après le voyage, Viking Ocean Cruises a signalé d'importants dégâts sur les fenêtres tribord, côté droit du navire. Certaines ont été détruites. Le navire a aussi subi des contraintes structurelles et des dégâts superficiels généralisés. L'enquête a révélé que des défauts de conception et un manque d'entretien du niveau d'huile étaient les principales causes. Elle a fait plus de 14 recommandations, dont la création de nouveaux réservoirs et des améliorations pour assurer la navigabilité du navire. Wilhelmsen et Viking Ocean Cruises ont aussi été critiqués pour leur rôle dans la catastrophe. En particulier la décision de quitter le port de Tromsø, la formation insuffisante du personnel en cas de panne de courant et le fait de ne pas avoir assuré la présence de 2 pilotes certifiés à bord pendant toute la traversée. Les deux ont actualisé la formation du personnel et instauré de nouvelles procédures pour gérer les alarmes. Ils ont aussi adapté les politiques de l'entreprise pour assurer le respect de la réglementation par les navires et le personnel de pilotage. 18 personnes ont été blessées, dont une gravement après l'évacuation spectaculaire par hélicoptère du Viking Sky. En 2024, une tragédie peu médiatisée a vu des membres d'équipage ébouillantés vivant sous le pont du navire Holland America. Nouvelle AMSTERDAM. Plus de 2000 passagers s'apprêtent à profiter d'une journée de détente aux Bahamas. La musique de steel drum flotte dans l'air, des cocktails sont en train d'être préparés. De la crème solaire est appliquée 4 ponts plus bas, dans les entrailles du navire. 2 hommes sont au travail, un ingénieur et un nettoyeur de salle des machines. Ils font une maintenance de routine sur le système d'égout. Rien d'inhabituel, juste une journée ordinaire dans la salle des machines. Mais quelque chose n'allait pas. D'abord, les hommes ont entendu de forts coups venant de l'autre côté de la pièce. Puis, seulement 86 secondes plus tard, ils se sont retrouvés piégés dans un piège mortel bouillant, sans aucune issue. Ceci est l'histoire de ce qui s'est passé sur le New Amsterdam, une histoire de défaillance mécanique catastrophique. Un sauvetage désespéré et 2 hommes partis travailler un matin sans jamais rentrer chez eux. Construit en 2010, le New Amsterdam est impressionnant. Nos ponts passagers sont au-dessus de la ligne de flottaison. En dessous, 4 autres ponts abritent les quartiers de l'équipage et la salle des machines qui alimente tout le navire. Holland America Line, à l'origine de ce navire, est reconnu pour sa sécurité, sa tradition et son luxe et appartient à Carnival Corporation, la plus grande compagnie de croisière mondiale. La ville flottante est maintenue en vie par 6 générateurs diesel produisant de l'électricité. Cette électricité alimente le système de propulsion du navire ainsi que tous les autres systèmes à bord. La climatisation, les lumières, les ascenseurs, les cuisines, les divertissements, tout. Mais il y a un autre système qui traverse le navire, une technologie plus ancienne et plus dangereuse, le système à vapeur. La vapeur est employée sur les navires depuis plus de 2 siècles. C'est un moyen efficace de transférer la chaleur ailleurs. Sur le New Amsterdam, le système fonctionne à haute pression et à 340 degrés Fahrenheit, soit 170 degrés Celsius. La vapeur est générée dans la salle des machines. Cette vapeur est ensuite acheminée à travers le navire partout où de la chaleur était nécessaire pour préchauffer le fioul. Garder les cabines des passagers chaudes et la piscine agréable. Sous les ponts, la blanchisserie et les cuisines utilisent aussi la vapeur, mais c'est aussi dangereux lorsque l'eau se transforme en vapeur. Elle se dilate jusqu'à 1600 fois son volume initial, et si cette pression est soudainement relâchée, les conséquences peuvent être catastrophiques. Les tuyaux du navire se dilatent et se contractent lorsqu'ils chauffent et refroidissent. Si un long tuyau transporte la vapeur à 340 degrés, ce tuyau va s'allonger. Pas de beaucoup, mais suffisamment. Si le tuyau ne peut pas se dilater, il va céder. C'est là qu'interviennent les joints de dilatation, une section flexible faite d'acier inoxydable ondulé. Quand le tuyau chauffe et se dilate, le joint de dilatation se comprime. Lorsque le tuyau refroidit et se contracte, le joint s'étire. C'est une solution simple à un problème complexe, mais les joints sont plus fragiles qu'un tuyau solide.
Si la pression devient trop élevée ou s'ils ne sont pas correctement entretenus, ils peuvent céder. Sur le New Amsterdam, il y avait un joint de dilatation dans une section de tuyaux qui traversait la salle d'égout avant. Ce tuyau faisait partie d'une branche qui alimentait en vapeur les radiateurs de la salle d'eau potable. Ces radiateurs étaient rarement utilisés pendant la majeure partie de l'année. Le navire utilisait à la place de l'eau chaude provenant des moteurs principaux. Les radiateurs à vapeur n'étaient utilisés que lorsque les moteurs principaux étaient arrêtés, et cela n'arrivait que quelques jours par an. Donc ce tuyau, avec son joint de dilatation, restait inactif la plupart du temps, pas complètement inutilisé, mais pas pleinement utilisé non plus. 2 vannes d'arrêt restaient légèrement ouvertes pour éviter que le tuyau ne refroidisse totalement, maintenant ainsi une pression constante dans le système. 5 jours avant l'accident, le 17 mars 2024, un membre de l'équipage a remarqué qu'un des chauffe-eau dans la salle d'eau potable fuyait. Rien de grave, mais il fallait intervenir. Le chauffe-eau devait être retiré pour être réparé et déplacé. L'alimentation vapeur a été coupée. Une vanne dans le tuyau menant au chauffe-eau a été complètement fermée par le membre de l'équipage. Après quelques jours, le chauffe-eau a été réparé et réinstallé, tout a été remonté, les raccords ont été serrés. Le système a été vérifié. Mais la vanne dans le tuyau d'alimentation n'a jamais été rouverte, elle est restée fermée. C'était une erreur. Avec cette vanne fermée, la vapeur qui entrait encore dans le tuyau à cause des 2 vannes d'arrêt légèrement ouvertes n'avait nulle part où aller. Elle ne pouvait pas circuler vers les radiateurs et la pression a commencé à monter. Le nouveau Amsterdam est arrivé à Half Moon Cay à 8h du matin le 22 mars 2024. Half Moon Cay est l'île privée de Holland America, aux Bahamas. Il n'y a pas de quai. Le navire reste au large, maintenu en position par son système de propulsion. Les passagers sont transportés vers l'île sur de plus petits bateaux parce que le navire n'était pas amarré. Toutes les portes étanches de la salle des machines restent fermées. C'est une mesure de sécurité pour éviter la propagation en cas d'incendie ou d'inondation. Mais ces portes fermées allaient bientôt devenir un piège mortel. À 8h30, 2 membres d'équipage sont entrés dans la salle d'eau usée avant pour une maintenance de routine. L'un d'eux était Joseph Torrado, un 3e mécanicien philippin. Il était accompagné de Wawan Gusnawan, originaire d'Indonésie, travaillant comme nettoyeur de salle des machines. Il travaillait sur le système d'égout côté tribord, donc à droite de la salle. La conduite de vapeur longeait le mur du côté bâbord. Il n'avait aucune raison d'y prêter attention. Tout semblait normal. Le chef mécanicien l'a entendu en premier, plusieurs bruits sourds venant de l'avant au même moment. La pompe d'alimentation sur laquelle il travaillait s'est soudainement activée. Elle réagissait à une chute de pression massive dans le système. Quelque chose avait cédé, quelque chose d'important dans la salle d'égout avant. Joseph et Wawan ont aussi entendu les détonations. Ils étaient bien plus proches. Le bruit venait de l'autre côté de la pièce, de la conduite de vapeur, puis le joint de dilatation a cédé et de la vapeur à 340 degrés Fahrenheit et 115 psi a jailli dans la pièce. En un instant, l'air a été remplacé par de la vapeur surchauffée. Les 2 hommes ne pouvaient sans doute ni voir ni respirer, la vapeur envahissant la pièce. Leur peau et leurs poumons auraient été en train de brûler, et ils n'avaient que quelques secondes pour sortir. Joseph et Wawan ont couru vers les portes. 2 portes sortaient de la salle des eaux usées. La porte 3 devant menait à la salle d'eau potable, la porte 4 derrière à la salle des eaux usées arrière. Les 2 portes étaient des portes étanches lourdes, et elles étaient toutes les 2 fermées. Ils ont essayé d'ouvrir la porte. Mais les portes hydrauliques ne sont pas faciles à ouvrir manuellement. Elles sont conçues pour être contrôlées par la pression hydraulique. Il y a une commande manuelle, une pompe à main, mais cela prend du temps. Il n'en avait pas. La vapeur était partout. Maintenant, la température dans la pièce augmentait rapidement et le niveau d'oxygène baissait. L'opération de sauvetage a débuté à 9h13 quand les alarmes ont retenti sur tout le navire. Dans la salle de contrôle, une alarme signalait une fuite électrique due à l'humidité ou à des dommages. Au même moment, l'alarme incendie de la salle des machines s'est déclenchée. Tous les détecteurs de fumée dans la salle des eaux usées avant avaient été déclenchés sur la passerelle. Les officiers en chef ont vu les alertes et ont déclenché une alarme d'urgence de premier niveau. Cela a activé ce qu'on appelle la procédure d'incendie.
Chaque membre d'équipage a un rôle en cas d'incendie, et 4 équipes de pompiers se sont rassemblées aussitôt dans la salle de contrôle des machines. L'ingénieur de quart surveillait le système intégré de contrôle des alarmes. Ce réseau surveille tous les systèmes techniques du navire, et il a vu quelque chose d'inquiétant. La pression dans le système de vapeur était passée de 115 psi à 70. Cette chute massive signifiait qu'il y avait une grosse fuite quelque part. Le chef ingénieur, qui avait entendu les coups et vu la réaction de la pompe d'alimentation, a compris ce qui s'était passé. Ce n'était pas un incendie, c'était une fuite de vapeur. Il a ordonné la fermeture de la vanne d'isolement de la vapeur. Cette vanne régulait la vapeur des sections avant du navire. Puis, minute après minute, l'horreur de ce qui s'était réellement passé s'est révélée. En moins d'une minute après la première alerte, 4 équipes de pompiers ont enfilé leurs combinaisons et appareils respiratoires, pensant qu'ils allaient intervenir sur un incendie. Un groupe de membres d'équipage a atteint la salle des eaux usées arrière, la pièce située juste derrière la salle des eaux usées avant. Avec Joseph et Wawan, ils ont approché la porte numéro 4 et tenté de l'ouvrir. La porte s'est entr'ouverte et de la vapeur chaude sous pression s'est échappée. Elle a frappé l'équipage, les forçant à reculer et à lâcher la porte. La porte s'est refermée brusquement avec fracas. Vers 9h20, on a remarqué l'absence de Joseph à son point de rassemblement. Il manquait à l'appel. Le premier ingénieur a été nommé commandant invisible. Il a commencé les recherches dans la salle des eaux usées avant, d'où venait l'alarme. En 6 minutes, ils ont rejoint la salle des eaux usées arrière. Il a également essayé d'ouvrir la porte 4, mais il n'a pas pu parce qu'elle était trop chaude pour être touchée longtemps. Il avait une caméra thermique et l'a dirigée vers la porte. Elle indiquait 212 degrés, Fahrenheit, soit 100 degrés Celsius. À 9h30, tous les membres de l'équipage avaient été retrouvés, sauf 2. Maintenant, le sauvetage est devenu urgent. 2 hommes étaient empiégés à l'intérieur. Les équipes de secours ont essayé d'ouvrir les portes des 2 côtés. La porte 3 depuis la salle d'eau potable à l'avant, la porte 4 à l'arrière. Chaque fois qu'ils parvenaient à en ouvrir une légèrement, de la vapeur s'échappait, les forçant à reculer, puis la porte se refermait. Finalement, ils ont réussi à ouvrir un peu la porte 3. La salle d'eau potable s'est immédiatement remplie de vapeur et l'équipe a dû battre en retraite par une sortie de secours. Une autre équipe a pu entrouvrir la porte 4 et la garder ainsi un moment. Mais la salle des eaux usées arrière s'est remplie de vapeur et ils ont dû abandonner cette salle aussi. Le problème, c'est que la salle des eaux usées avant, là où la conduite a éclaté, était toujours pleine de vapeur. Même avec l'alimentation en vapeur coupée, la salle retenait la chaleur. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, de la vapeur s'échappait dans la pièce adjacente. Les équipes d'intervention n'ont pas pu entrer, donc à 9h44, elles ont changé de tactique. Ils ont ouvert 2 portes supplémentaires sur tout le pont pour améliorer la circulation de l'air, puis ils ont augmenté les ventilateurs de ventilation au maximum. Une fois de plus, l'équipe d'intervention a réussi à entrouvrir la porte 3, mais elle a de nouveau dû battre en retraite. Les minutes s'écoulaient alors qu'ils continuaient d'essayer et la situation devenait désespérée. Les sauveteurs savaient que 2 hommes étaient trop piégés et que le temps pressait, mais ils n'arrivaient toujours pas à ouvrir les portes. La pompe manuelle qui était censée les ouvrir ne fonctionnait pas, peut-être parce que l'huile hydraulique était devenue trop chaude ou parce que la pression ne montait pas correctement. Quelle qu'en soit la raison, les portes ne s'ouvraient pas. À 10h08, près d'une demi-heure après l'explosion de la conduite, ils ont finalement réussi à ouvrir complètement la porte 3. Ils ont trouvé la première victime juste à l'intérieur de la salle des eaux usées avant. Il était près de la sortie, essayant de s'échapper. À 10h16, les équipes d'incendie 3 et 4 ont recommencé à travailler sur l'autre porte. Ils ont dû l'ouvrir plus et, une fois assez ouvert, ils ont découvert la 2e victime. Selon le système automatique de détection d'incendie du navire, il avait également tenté de s'échapper. Il n'a fallu que 86 secondes entre la première alarme et le moment où la pièce a été complètement remplie de vapeur. Mais comment les choses ont-elles pu si mal tourner ? Pour répondre à cette question, une enquête a été lancée peu après l'accident. Sous le pont, les dégâts étaient inconsidérables. La chaleur était si forte que la peinture s'est décollée et que les détecteurs de fumée et abat-jour en plastique ont fondu. Un réservoir en fibre de verre s'était même fissuré à cause de la chaleur. Le bureau néerlandais de la sécurité a interrogé les membres de l'équipage, examiné les systèmes du navire, consulté les journaux de maintenance et analysé le joint de dilatation défaillant.
Ils ont découvert une chaîne de facteurs contributifs, plutôt qu'une seule cause. D'abord, la vanne était restée fermée après la réparation du chauffe-eau. La pression dans le tuyau a augmenté, dépassant la résistance du matériau. Finalement, le joint de dilatation a cédé, remplissant la pièce de vapeur. Deuxièmement, il y avait la nature même du tuyau. Il servait rarement, donc il chauffait et refroidissait souvent. Cela causait des contraintes dans le métal avec le temps. Troisièmement, lorsque la vapeur se refroidit, elle redevient de l'eau. Cette eau peut s'accumuler dans le tuyau si la vapeur y pénètre soudainement. Le résultat peut être violent, envoyant des ondes de choc à travers le système qui peuvent être entendues sous forme de forts coups de dents sur coup. L'enquête a montré que les procédures du navire pour démarrer les systèmes à vapeur visaient à l'éviter. La pression devait être augmentée progressivement. Mais dans ce cas, la vanne était restée fermée pendant une journée et les procédures normales de démarrage n'avaient pas été suivies parce que personne ne savait que la vanne était fermée. Quatrièmement, il y avait le problème des portes étanches fermées. Ces portes avaient sauvé des vies lors d'autres urgences en empêchant la propagation des incendies ou des inondations, mais dans ce cas, elles ont empêché l'évacuation parce qu'elles ne pouvaient pas être ouvertes. Cinquièmement, il y avait l'absence d'équipement respiratoire d'urgence. 2 victimes ne portaient pas d'appareil respiratoire d'évacuation d'urgence. Il n'était pas obligatoire dans cette partie du navire. Mais si les victimes en avaient eu, elles auraient peut-être eu assez de temps pour atteindre une sortie de secours ou pour survivre jusqu'à ce que les portes puissent être ouvertes. Le Bureau néerlandais de la sécurité recommande une meilleure formation des équipages sur les systèmes à vapeur et des procédures améliorées pour le suivi des vannes après maintenance. Mettre à disposition des dispositifs d'évacuation d'urgence respiratoire dans les zones à risque de fuite de vapeur. Et de revoir la conception des portes étanches afin de s'assurer qu'elles puissent être ouvertes en cas d'urgence. Immédiatement après l'accident, les passagers de la croisière ont compris que quelque chose n'allait pas. Le capitaine a annoncé qu'il y avait eu un incident et que 2 membres d'équipage étaient décédés. Un passager a ensuite déclaré aux journalistes que le capitaine avait fondu en larmes lors de l'annonce. Il a observé un silence pour les 2 hommes. L'ambiance sur le navire, qui était festive et excitante, est devenue extrêmement sombre. Les événements ont été annulés et la célébration s'est arrêtée. Les 2 hommes ont laissé des familles derrière eux. Wawan Gusnawan, une épouse et 2 enfants, Joseph Terrado, ses proches, qui attendaient à la maison. Le New Amsterdam a poursuivi sa croisière après l'incident. Des experts indépendants ont inspecté et confirmé le bon fonctionnement des systèmes du navire. La garde côtière des États-Unis a approuvé. Les passagers qui se trouvaient à bord lors de l'accident et les membres d'équipage qui avaient réagi à l'urgence se sont vus proposer un accompagnement psychologique. Dans un tout autre type de crise, les équipages ont sombré dans la saleté et le chaos, devenant les célèbres « équipes de l'enfer » des excréments. Quand on pense à tout ce qui pourrait mal tourner sur un paquebot de croisière, je parie que devoir faire ses besoins dans un sac biohazard ne figure pas très haut sur cette liste. Mais pour plus de 3000 passagers à bord du Carnival Triumph, cela est devenu une réalité quotidienne. Des murs couverts d'excréments, des batailles de nourriture et une immense ville de tentes sur les ponts ont valu à l'équipage son nom tristement célèbre, la croisière des excréments de l'enfer. Le Triumph, présenté comme la fierté de l'équipage Carnival, mesure la longueur de 3 terrains de football. Il possède 13 ponts avec 4 piscines, 7 bains à remous et un immense casino. À bord du navire de plaisance Carnival, les attentes étaient élevées. Malheureusement, ce voyage malheureux allait laisser des souvenirs pour des raisons bien différentes. Le Triumph a quitté Galveston, au Texas, pour le golfe du Mexique le jeudi 7 février 2013 pour ce qui devait être une croisière de 4 jours. Au début dans ceci, tout se passait à merveille, avec des fêtes nocturnes, des animations à bord, un temps magnifique et des buffets alléchants pour les invités. Le point fort de la croisière devait être une escale à Cozumel, au Mexique. Ici, les passagers pouvaient y débarquer, s'amuser dans les eaux azur, faire du shopping à leur guise et revenir pour une nuit d'activités festives à bord. En réalité, après avoir quitté Cozumel pour le voyage de retour vers Galveston, la croisière a pris une tournure défavorable. Dans la nuit du dimanche 10 février, une alarme incendie a retenti sur tout le navire, suite à l'appel de l'équipe Alpha diffusé vers 5h28 du matin sur le système de sonorisation.
L'annonce de l'équipe Alpha, le code utilisé pour une urgence incendie à bord des navires Carnival, a laissé de nombreux vacanciers paniqués. Les passagers des premier et deuxième ponts ont ouvert leurs portes pour découvrir des couloirs remplis de fumée. Le chaos a éclaté, les passagers se précipitant pour attraper des gilets de sauvetage et cherchant frénétiquement leurs amis et leurs proches sur le pont supérieur. Une fumée noire sortait de la cheminée. L'alerte de l'équipe Alpha a provoqué la panique parmi les passagers, certains se dirigeant vers les stations d'évacuation dès qu'ils n'ont plus reçu d'informations ou d'instructions. Alors que les annonces appelaient au calme, les passagers restaient dans l'ignorance quant à l'ampleur de l'incendie. Mesdames et messieurs, inutile d'aller au point de rassemblement. Veuillez pour l'instant retourner dans vos cabines ou chambres. Comme je l'ai dit, il y a une situation dans la salle de contrôle des machines, mais elle est sous contrôle. Voulez-vous voir? Dirigez-vous les uns vers les autres. Les passagers attendent au point de rassemblement. Merci. Peu après l'annonce, les lumières du navire ont vacillé, puis il a perdu toute alimentation, sauf les lumières de secours. L'incendie, contenu dans la salle des machines par un système automatique, aurait été maîtrisé à 6h08 du matin. Malheureusement, l'incendie avait coupé la majeure partie de l'alimentation électrique du navire et désactivé le système de propulsion, laissant les 3143 passagers et près de 1100 membres d'équipage bloqués à bord. Mais il y avait un plan. 2 remorqueurs se dirigent vers le navire en détresse pour le remorquer jusqu'au port de Progreso, au Mexique. Les passagers ont poussé un soupir de soulagement et ont commencé à retirer leurs gilets de sauvetage à l'accostage. Mardi, on leur a dit, sans qu'ils sachent, que 4 autres jours passeraient avant que quelqu'un ne remette pied à terre. Vers la fin de la matinée du dimanche, les passagers se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que le système de propulsion qui était en panne. La climatisation, l'eau courante, les ascenseurs et, pire encore, le système d'égout avaient intégralement cessé de fonctionner. À ce moment, le directeur de croisière a transmis un message qui a horrifié les passagers. Nous distribuons des sacs rouges, campeurs, merci d'aller aux toilettes si possible. Si vous avez besoin de faire la grosse commission, s'il vous plaît, faites-le dans le sac rouge et déposez-le dans les poubelles dans les couloirs. Si vous devez faire pipi, merci de le faire dans la douche. Je reviendrai avec d'autres informations à jour. Cette annonce est arrivée alors que les toilettes étaient de long déjà bouchées en raison de l'absence de dispositifs de chasse d'eau dans les cabines privées et les toilettes publiques. Les désormais tristement célèbres sacs rouges pour les excréments étaient tout simplement insupportables pour de nombreux passagers. Les gens utilisaient de petits sacs plastiques rouges comme toilettes et les jetaient dans un couloir. Nous étions sous le choc. On était là. Je n'utilise pas de sac rouge, donc le truc c'est que je ne mange tout simplement pas. L'incendie a aussi endommagé les stabilisateurs du Triumph, provoquant une forte inclinaison du navire. Les passagers ont raconté qu'ils s'agrippaient au mur pour garder l'équilibre, mais le pire, c'est que les toilettes ont débordé et se sont répandues dans les couloirs, s'infiltrant à travers les murs jusqu'aux étages à chaque fois que le navire penchait sous l'effet du vent. Très vite, des images sont apparues montrant des moquettes détrempées d'eaux usées, des poubelles garnies de sacs rouges et, dans certains cas, des toilettes débordantes. Selon l'emplacement des canalisations dans la salle de bain, l'eau et les matières de fécales remontaient. Cela s'accumulait à cet endroit et débordait dans les cabines. Avec des températures qui montaient en flèche et la puanteur des déchets humains qui envahissaient les ponts des cabines, de nombreux passagers ont traîné leurs matelas sur les ponts extérieurs pour échapper aux odeurs et à la chaleur étouffante. Les médias ont réagi rapidement, envoyant des hélicoptères vers le navire en difficulté. Bientôt, des images de ce qui allait devenir la Bidleite-Pan, Sebesha des cités de la ville des tentes, ont envahi les chaînes d'information, alors que les passagers commençaient à utiliser des draps, des serviettes et des cordes pour construire des abris de fortune sur le pont de bronzage. Dans une tentative audacieuse d'apaiser la frustration croissante des passagers, Carnival a décidé d'organiser un bar ouvert, offrant de la bière et du vin gratuit. Après l'incendie, le service du bar devait fonctionner de l'après-midi jusqu'à minuit, mais cela s'est avéré être une terrible décision, les boissons coulant à flot. Plusieurs passagers sont devenus odieux et ivres, jetant des objets dans l'eau et salissant les toilettes. Mardi matin, lorsque les 2 remorqueurs sont enfin arrivés, le navire avait dérivé de plus de 90 miles vers le nord, ce qui signifiait que Progreso n'était plus le port le plus proche. La décision a été prise de remorquer le colosse de 102 000 tonnes jusqu'à Mobile, en Alabama, ce qui a ajouté 2 jours supplémentaires à leur voyage. D'un côté positif, revenir aux États-Unis faciliterait la réadmission pour les 900 passagers voyageant sans passeport.
Ce retard supplémentaire mettait la vie d'un passager en danger. Rachel Aldrete, qui avait un besoin urgent de dialyse, est devenue la première des 2 seules personnes évacuées par les gardes-côtes. Ils ont fait venir les gardes-côtes et m'ont transféré sur un autre bateau, un autre navire, m'envoyant à Cozumel pour faire une dialyse mardi. C'était difficile, c'était effrayant, c'était « oh mon Dieu », vous savez, c'était vraiment effrayant. La façon dont ils m'ont descendue, ils m'ont mise dans une corde d'escalier. Et les gardes-côtes ont dit de ne pas m'inquiéter, qu'ils allaient me rattraper. Ils allaient me retenir, ce qu'ils ont fait, puis m'ont transféré sur le plus grand bateau. Le lendemain, un autre passager a été débarqué du navire pour un problème médical préexistant. Les 2 ont été transférés sur d'autres navires Carnival ayant dévié leur route pour participer au sauvetage. Les passagers ont félicité l'équipage pour avoir tout fait afin de répondre aux besoins des voyageurs. Mais que la situation des toilettes avait été éprouvante, au mieux, c'est-à-dire... Le problème avec le bateau, c'est que les toilettes ne fonctionnaient pas, et ils ont fini par devoir nous donner ces sacs biodégradables. Nous les appelons les sacs rouges, et c'est ce qui a été utilisé presque exclusivement. Pendant les 2 premiers jours après l'incendie, les conditions à bord se sont rapidement détériorées pendant cette période, et il paraît que la nourriture venait à manquer. La baisse des réserves de nourriture a obligé les passagers à patienter des heures pour des sandwichs froids à l'oignon et au concombre. Un passager a décrit des scènes rappelant Hunger Games, alors que des bagarres éclataient à cause des provisions qui s'amenuisaient en... Et il se plaignait auprès de vous, ou d'autres personnes vous insultaient carrément parce que vous en aviez plusieurs. Ce que vous essayez d'obtenir pour toute votre cabine, donc tout le monde ne faisait pas la queue. 3 autres paquebots Carnival, l'Élation, le Conquest et le Legend, ont réalisé des manœuvres impressionnantes pour livrer des provisions et fournitures aux passagers épuisés. Les transferts ont été entravés par des vents atteignant 35 nœuds et une houle allant jusqu'à 6 pieds. Les remorqueurs, trop peu puissants pour tracter un navire comme le Triomphe, ont seulement maintenu une allure tranquille d'environ 8 km à l'heure. Évidemment, cela n'a pas aidé que la remorque ait rompu à plusieurs reprises pendant le processus. Les grandes chaînes d'information ont suivi en continu le difficile trajet du Triomphe vers Mobile, surnommée la boîte de pétri flottante. Le mercredi 13 février, la ville de Tente a dû être démontée pour laisser la place à un hélicoptère arrivant avec des fournitures et du matériel indispensable. Dès jeudi. L'ambiance à bord semblait s'alléger un peu après la livraison de nourriture et l'arrivée d'un générateur qui promettait le luxe de repas chauds. À ce moment, des sanitaires étaient rétablis dans certaines zones du navire et les passagers pouvaient aller recharger leur téléphone. Pour de nombreux passagers, rester en contact avec leurs proches avait été un combat. Nous avons passé les 2 derniers jours à charger notre téléphone 4 à 5 heures par jour juste pour pouvoir parler. Le seul moment où nous avons un peu de réseau, c'est lorsqu'un des autres navires de croisière s'approche suffisamment de nous. Nous avons tous chargé frénétiquement nos appareils, bricolant même des stations de charge avec les ordinateurs du navire pour nous débrouiller. On va finir par faire exploser le navire avec nos portables. Familles et amis inquiets se sont réunis au port, attendant anxieusement le Triomphe et leurs proches. A-t-elle dit, c'était terrible. Elle a dit, maman, quand tout le monde descendra de ce bus, tout le monde aura probablement besoin d'un peu d'aide psychologique. Le Triomphe était le plus grand paquebot de croisière à avoir jamais accosté à Mobile. Et sa dernière étape pour entrer dans le port a nécessité plus de 6 heures éprouvantes de manœuvres minutieuses de nuit. Alors que 4 remorqueurs guidaient le navire sur un chenal de 30 miles à travers une baie peu profonde, les passagers ont finalement commencé à débarquer vers 22 heures, jeudi. Le président directeur général de Carnival, Jerry Cahill, faisait partie des nombreuses personnes qui attendaient en port. Il a remercié l'équipage pour ses efforts visant le confort des passagers et a présenté ses excuses à tous pour la situation. Je voudrais réitérer les excuses que j'ai présentées plus tôt. Je sais que les conditions à bord étaient très mauvaises. Oh, c'était très difficile, et je tiens encore à m'excuser d'avoir imposé cela à nos invités. Nous sommes fiers d'offrir à nos invités une excellente expérience de vacances, et clairement, nous avons échoué dans ce cas précis. Mais il y avait encore d'autres problèmes qui attendaient les passagers. Dans les petites lignes du billet Carnival, la compagnie de croisière a ajouté une clause de protection. Si l'exécution du voyage prévu est entravée ou empêchée par une panne du navire, Carnival peut annuler le voyage prévu, sans être tenu de rembourser le prix du passage ou les frais payés à l'avance.
Pourtant, chaque passager a reçu 500 un vol gratuit pour rentrer, un remboursement complet du voyage, la plupart des dépenses à bord remboursées, ainsi qu'un crédit pour une future croisière. Malgré cela, les passagers ont intenté plusieurs poursuites, peu après avoir atteint la terre ferme. Cependant, ils n'avaient presque aucune chance d'être indemnisés, sauf en cas de préjudice corporel. Carnival a finalement versé 118 500 $ de dommages et intérêts à 27 passagers pour les frais de médecins et d'hôpital liés à la croisière malheureuse. Mais les problèmes du navire ont continué alors qu'il était amarré pour des réparations. À Mobile, le navire s'est détaché, a dérivé sur la rivière Mobile et est entré en collision avec une drague amarrée. Un remorqueur s'est retrouvé coincé entre le paquebot et la drague. Tragiquement, une personne est décédée et une autre a été blessée. Carnival a déclaré qu'une fuite de carburant dans la salle des machines avait provoqué l'incendie, mais beaucoup estiment que la véritable cause était la négligence. En seulement 2 ans, le groupe a signalé 9 incidents impliquant des fuites de carburant liées à des conduites de carburant flexibles. En janvier 2013, Carnival a donné 2 mois au navire pour installer des protections contre les projections sur tous les moteurs diesel à conduite flexible. Cependant, le Triumph n'a pas protégé un tuyau, causant la tristement célèbre croisière Hoop en février. Il a été constaté que le tuyau de carburant à l'origine de l'incendie se trouvait sous les plaques de pont, ce qu'il pensait insuffisant pour servir de protection. Bien sûr, cela s'est avéré insuffisant, car l'incendie dans la salle des machines s'est déclaré directement à cause de la conduite de carburant non protégée. En plus de réparer les dégâts causés par l'incendie, Carnival a ajouté de nouvelles fonctionnalités techniques pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise. Ils ont dépensé 115 millions pour nettoyer, réparer et moderniser le navire avant qu'il ne reprenne du service 4 mois plus tard, en 2019. Après une autre rénovation de 200 millions, le navire a été renommé Sunrise et continue d'offrir aux passagers tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour des vacances en croisière. En comparaison, la croisière suivante était minuscule, mais elle est malheureusement devenue la plus meurtrière de toutes. Il n'a fallu que 7 secondes, moins de temps qu'il n'en faut, pour prendre une profonde inspiration. Le navire de passagers Abliani, dont le nom signifie ironiquement « sirène », a disparu sous la surface du Danube, entraînant avec lui les personnes à bord, juste devant le Parlement hongrois. Les répercussions de la tragédie dépasseraient les rives du fleuve et soulèveraient dans des questions sur la responsabilité et la sécurité. Sur l'une des voies navigables les plus fréquentées d'Europe, la capitale hongroise, Budapest, est coupée en 2 par le puissant Danube. C'est un fleuve animé, grouillant jour et nuit de navires de toute taille, des petits bateaux touristiques aux immenses hôtels flottants, offrant tous aux touristes la possibilité d'admirer la splendeur illuminée de la ville depuis l'eau. Le 29 mai 2019, une tempête avait apporté de fortes pluies persistantes dans la région tout au long de la journée. Ainsi, le niveau de l'eau du Danube était plus haut que d'habitude et s'écoulait à un débit impressionnant de 4000 à 4500 mètres cubes par seconde, près du double de la normale. Ce soir-là, alors que la pluie s'était calmée, le fleuve était devenu plus fréquenté, certaines parties devenant même encombrées. Les navires se croisaient d'eau de près, se disputant leur place sur la voie navigable. Parmi ces navires se trouvaient le Abliani ou Sirène et le Viking Sigan. Ils étaient totalement différents. Le Abliani ou Sirène était un petit navire à passagers construit en 1949 en Union soviétique à l'usine de construction et de réparation navale de Kherson, dans l'actuelle Ukraine. C'était un navire à passagers motorisé de type Moskvitch de 50 tonnes, mesurant seulement 27 mètres de long et 5 mètres de large. Il était exploité par Panorama Deck Ltd. Depuis 2003 comme bateau de croisière touristique pour les visiteurs et les événements privés. Aux commandes du Obliani, cette nuit-là se trouvait le capitaine Laszlo Lombos, un commandant de navire avec environ 40 ans d'expérience. Selon ses collègues, Laszlo avait un dossier exemplaire. Avec lui se trouvait un autre marin chevronné, János Pétó, 53 ans. Le Viking Sigan était un tout nouveau colosse flottant, un navire-hôtel. Mesurant 135 mètres de long et près de 12 mètres de large, il était presque 5 fois plus long et plus de 2 fois plus large que le Abliani. Avec plus de 2500 tonnes, il dépassait le plus petit navire de plus de 50 fois.
Le Viking Siagin, commandé par le capitaine ukrainien Yuri Chaplinsky, voyageait de Budapest à Passau en Allemagne. À bord se trouvaient 7 membres d'équipage, 43 employés de l'hôtel et 184 passagers, alors que le crépuscule tombait sur Budapest le 29 mai 2019. Les 2 navires se préparaient à naviguer sur les eaux du Danube. À 20h20, le Obliani a commencé sa croisière touristique d'1 heure avec 33 touristes sud-coréens et 2 membres d'équipage hongrois à bord. La majorité des Coréens voyageaient en famille. Le plus jeune passager n'avait que 6 ans et le plus âgé avait 71 ans. Parmi eux se trouvait Kim Jong-mi avec sa sœur, son frère et sa fille Yunara. À 20h47, après avoir descendu le fleuve jusqu'à une section du centre-ville. Le Abliani a fait demi-tour sous le pont Shechen-Echein et a entamé son voyage de retour vers son quai à la place Jazaimadi. À peu près au même moment, le Viking Sigan quittait son point d'amarrage en amont, sur la rive gauche juste après le pont de Chen. Le navire a commencé son voyage en longeant la rive gauche à une vitesse lente d'environ 2 km/h. Le capitaine Chaplinsky a ensuite déclaré qu'il avançait lentement pour permettre à ses passagers d'admirer le magnifique parlement hongrois à l'approche. C'était trop lent pour le Obliani. À 20h56, ils ont rattrapé le Viking Sigan, puis ont choisi de le dépasser. Le plus grand navire a dépassé par bâbord en faisant retentir un signal pour leur faire savoir qu'ils étaient là, puis le plus petit navire a rapidement pris de l'avance sur l'hôtel flottant. Après avoir dépassé le bâtiment du Parlement, le Viking Sigan a commencé à accélérer et à tracer une trajectoire pour passer sous le pont Marguerite. Pour une raison quelconque, le capitaine Chaplinsky n'a pas prévenu le Abliani qu'il s'apprêtait à le dépasser, ni émis aucun signal. Aux alentours de 21h, ne se rendant pas compte que le Viking Sigan essayait de les dépasser, le Abliani a également tenté de passer sous le pont alors qu'il n'était plus qu'à 190 mètres devant le plus grand navire. Le Abliani est ainsi passé de la droite du bateau-hôtel à sa gauche. Il était maintenant sur la trajectoire du Viking Sigan. Ignorant toujours le plus petit navire, le capitaine Chaplinsky a continué d'accélérer, atteignant environ 12 km/h. Avant le pont, c'était plus rapide que le Abliani. Et à mesure qu'ils approchaient du pont Marguerite, les 2 navires commencèrent à se rapprocher de plus en plus. Ils ont franchi le pont exactement au même moment. À exactement 21h, au CETA et 05, et 35 secondes, Yang Mi et sa famille étaient assis à l'arrière du Abliani sans avertissement. Son frère a commencé à crier et Yang Mi s'est retourné pour regarder droit dans les yeux d'un autre passager. Mais ce n'étaient pas les yeux de quelqu'un du Abliani, c'était en les yeux de quelqu'un qui voyageait sur le Viking Sigan à ce moment-là. Le plus grand navire, avançant maintenant à 13 ou 14 km/h, est entré en collision avec la poupe du Abliani. Ensuite, tout s'est passé si vite que notre explication prendra plus de temps que la tragédie elle-même. 2 secousses ont eu lieu. La première quand les navires sont entrés en collision, faisant pivoter le Abliani. La seconde, c'est lorsque le Viking Sigan a roulé sur le plus petit navire, le poussant sous l'eau. Le fort courant ce jour-là n'a pas aidé non plus. Toute la tragédie n'a duré que 7 secondes. 7 secondes, c'est tout le temps qu'avaient les passagers et l'équipage pour réagir à la catastrophe en cours. La plupart des passagers étaient à l'intérieur de la cabine à cause de la pluie. Un survivant se souviendra plus tard qu'il y avait peut-être une vingtaine de personnes dehors sur le pont. Parmi eux se trouvaient Yang Mi et sa famille qui ont été projetés hors du navire en train de couler dans la rivière. Les instants qui ont suivi ces 7 secondes étaient chaotiques, selon un autre capitaine de navire travaillant sur la rivière ce jour-là, Zoltán Tolnej. Aucune urgence n'a été signalée sur aucune fréquence radio maritime. Le navire événementiel Mahart Pasnavi, à Budapest, a été le premier à signaler un événement grave, lançant la première alerte « Homme à la mer ». Le Viking Sigan a effectué une manœuvre d'arrêt. Mais comme il aurait été encore plus dangereux pour le navire de rester entre les piliers du pont, il a navigué en amont sous le pont Marguerite avant de s'arrêter complètement. Alors qu'il s'éloignait, l'équipage a jeté des bouées de sauvetage dans l'eau et le canot de sauvetage du navire a commencé à secourir les personnes qui avaient été projetées dans le fleuve. Yang Mi a aperçu l'une des bouées. Elle a ensuite déclaré « J'ai peur de l'eau parce que je ne sais pas nager ».
Alors elle a attrapé frénétiquement tout ce qu'elle pouvait, réussissant finalement à saisir une bouée et attendant les secours vers 9h09. 4 minutes après la collision, le capitaine du Viking Siggen a signalé l'incident à la station radio Navinfo. Ce n'est qu'à 9h15 que le centre de gestion des activités de la police a été informé de l'accident, après qu'un civil les a contactés suite à ce rapport civil. Le service national d'ambulance a envoyé 14 ambulances et sur les lieux. Le premier bateau de la police fluviale du Danube est arrivé à 21h29 près de 25 minutes après la collision. La navigation a été fermée entre le pont Marguerite et le pont Elisabeth. À ce moment-là, la nuit était tombée, la pluie avait recommencé à tomber, augmentant encore la vitesse du courant du Danube. Et il faisait froid. L'eau était à 10-12 degrés, assez froide pour causer une hypothermie en quelques minutes. Au début, ils se sont concentrés sur le lieu de l'accident sous le pont. Yang Mi a été secourue, mais elle ne savait pas où se trouvait sa famille. Heureusement, sa fille était en sécurité pendant la collision. Nara avait heurté tables et chaises sur le pont arrière en tentant de remonter à la surface. Si un autre survivant ne lui avait pas crié de commencer à nager, elle n'aurait peut-être pas survécu. Juste avant minuit, les recherches ont été étendues à toute la section du fleuve en aval de Budapest. 7 personnes ont été secourues à proximité et hospitalisées pour blessures légères et hypothermie. Lors de la conférence de presse tenue peu après minuit le lendemain, ils ont confirmé 7 décès, avec 16 personnes toujours portées disparues. Parmi eux se trouvaient le frère et la sœur de Yang Mi. La tragédie a immédiatement pris une dimension internationale. Moon Jae-in, le président de la Corée du Sud, a ordonné la création d'un groupe opérationnel au niveau gouvernemental pour aider les personnes touchées par la catastrophe. La ministre des Affaires étrangères, Kang Kyung-hwa, s'est rendue personnellement à Budapest pour découvrir exactement ce qui s'était passé. Il devait remonter le Habliani, mais ce n'était pas facile. La grue flottante ne fonctionnait que lorsque le niveau d'eau baissait. Il devait donc attendre la fin de la pluie et la décrue de la rivière. Les ingénieurs de l'Université de technologie et d'économie de Budapest ont déterminé qu'il leur faudrait 4 sangles en câble d'acier pour soulever le Habliani. Une à la proue, 2 au milieu. Sous la salle des machines, où le navire risquait le plus de se briser, 2 sangles étaient nécessaires, ainsi qu'une sous la poupe. Le 11 juin 2019, à 6h du matin, le levage du Habliani a commencé et à 8h30, 4 corps avaient été retrouvés. Le premier était celui du capitaine Laszlo Lombos, remonté depuis la passerelle du capitaine. Plus tard, ils ont également retrouvé une jeune fille qui voyageait sur le navire avec sa mère. D'autres ont été retrouvés à l'intérieur du navire. Les plongeurs ont traversé les meubles brisés pour installer des pompes afin d'évacuer l'eau. Ils se sont retrouvés avec 80 cm de boue remplie des corps des derniers passagers portés disparus. Après les opérations de sauvetage, le Habliani a été remorqué sur une barge jusqu'à Schebel, où l'enquête policière s'est poursuivie. À peine 24 heures après la catastrophe, la police a annoncé qu'elle soupçonnait les actions du capitaine Czaplinski. Il a été convoqué en tant que suspect et ensuite placé en détention. Le capitaine ukrainien a nié avoir enfreint les règles ou commis un crime. Bala Semtot, l'un de ses représentants légaux, a déclaré à la presse que l'homme était commandant de navire depuis 44 ans sans jamais avoir eu d'accident. Mais il s'est avéré que le capitaine Czaplinski l'avait déjà fait. En avril de cette année-là, il commandait un autre navire-hôtel, le Viking Eden, lorsqu'il est entré en collision avec un pétrolier aux Pays-Bas. Il semblait aussi qu'il avait supprimé des messages de son téléphone juste après l'incident, un geste hautement suspect. Le 8 septembre 2020, le procès Habliani a commencé. Le capitaine a été inculpé par le parquet pour mise en danger du transport fluvial, ayant entraîné un incident mortel de masse par négligence, ainsi que pour 35 chefs d'accusation de non-assistance à personne en danger. Au tribunal, Czaplinski a déclaré qu'il ne ferait pas de nouvelles déclarations et a refusé de répondre aux questions. Le capitaine a déclaré qu'il avait vu le plus petit navire dépasser le Viking Siggen par la droite, mais qu'il ne l'avait pas gardé à l'œil car il se concentrait sur le passage sous le pont. Cependant, selon l'expert, l'avis des spécialistes a contredit plusieurs des affirmations du capitaine. Le Viking Siggen a dépassé le Habliani par la gauche et non par la droite.
Cela signifie que le capitaine n'a pas pu évaluer correctement s'il avait suffisamment d'espace pour dépasser le Obliani. S'il n'avait pas accéléré à 11 km/h, l'accident aurait pu être évité. Cela correspondait aux témoignages de plusieurs survivants, dont Kim Chang-mi et Yonara. Le 26 septembre 2023, le tribunal du district central de Pest a condamné le capitaine à 5 ans et demi de prison en première instance. Mais cela a été annulé par le tribunal métropolitain de Budapest le 15 janvier 2024, qui a invoqué un parti préjudiciaire. À ce jour, la catastrophe maritime de Budapest en 2019 reste la tragédie la plus grave de l'histoire sur la section du Danube à Budapest. Le bilan final a été dévastateur. 27 personnes ont perdu la vie, dont 25 passagers sud-coréens et les 2 membres d'équipage hongrois du navire, tandis qu'une personne est toujours portée disparue, malgré d'importants efforts de recherche. Après l'accident, le tourisme fluvial hongrois a souffert, et la plupart des touristes sud-coréens ont quitté la Hongrie presque immédiatement après. De nombreux autres ont annulé des visites, croisières et excursions nautiques, entraînant d'importantes pertes financières. La tragédie a entraîné des appels à renforcer la sécurité sur le Danube. Plusieurs propositions incluent la réduction du trafic fluvial, l'interdiction ou la limitation des bateaux-hôtels et une meilleure communication sur le fleuve. La catastrophe maritime de Budapest en 2019 reste un rappel frappant de la rapidité avec laquelle une tragédie peut survenir, même dans les décors les plus pittoresques, en seulement 7 secondes. La vie de 27 personnes a été fauchée, des familles ont été brisées et les eaux du Danube sont devenues un cimetière. Pendant une croisière dans les Caraïbes, un incendie a ravagé le Monarch of the Sea, déclenchant la catastrophe. Plus de 2500 personnes devaient y profiter de vacances luxueuses lors d'un voyage unique à travers la splendide mer des Caraïbes. Ce serait un voyage qu'ils n'oublieront jamais, c'est certain, mais qu'ils auraient dû préférer oublier, sur la passerelle. Le capitaine Tori Maera et son équipage vont bientôt prendre plusieurs décisions. Cela déclenchera l'un des accidents de paquebot les plus dramatiques de l'histoire maritime, où un officier inexpérimenté, une bouée de navigation mal placée et une distraction momentanée transformeront une nuit paisible en une lutte désespérée pour la survie à l'approche de minuit. Le 15 décembre 1998, le monarque des mers naviguait à travers les Caraïbes, de la petite île de Saint-Thomas à la Martinique, un voyage d'environ 370 miles. Peu de temps auparavant, un passager était tombé trop malade pour que l'équipe médicale à bord puisse s'en occuper. Ainsi, n'ayant parcouru qu'un tiers du trajet, ils décidèrent de faire un détour vers Great Bay, sur l'île de Saint-Martin. Ils y sont arrivés vers minuit et demi. Le capitaine Mira, un Norvégien avec des années d'expérience maritime, était aux commandes du navire à 00h40. Il a inscrit dans le journal de bord que le navire dérivait vers l'est à une position située à 4000 nautiques au sud du fort Amsterdam. La dérive était suffisamment lente pour qu'il n'ait pas à s'en inquiéter. Alors que le navire dérivait, le médecin et l'infirmière ont emmené le passager malade à terre avec la vedette Santa Maria, arrivé 10 minutes après la note du capitaine. Pendant près d'1 heure, le navire massif a maintenu sa position, les moteurs tournant au ralenti en attendant le retour de son personnel médical. À 1h25 du matin, le médecin et l'infirmière sont revenus à bord du navire. Le journal de bord a noté la présence de la chaloupe avec le médecin et l'infirmière, puis son départ du navire. Le capitaine Mira a pris le contrôle de la navigation et a viré le navire à tribord, donc à gauche, depuis son cap vers l'est. Il a ensuite stabilisé le navire, prévoyant de passer à l'est du récif Prosélyte. C'est à la fois un site de plongée populaire et un danger pour la navigation. Sur la passerelle se tenaient le capitaine Mira, le capitaine en second Hans Andresen et le second officier Mons, Fielinger qui était l'officier de quart, un timonier expérimenté hors service nommé Père Rold, et le timonier de service Frank Arthur Kruger qui faisait office de veilleur. Hans Andresen a ensuite admis aux enquêteurs qu'il avait été surpris par la décision de naviguer du côté est du récif. Mais il avait l'impression de ne pas pouvoir suggérer de prendre la route ouest, plus sûre, car ses suggestions précédentes avaient reçu une réponse négative du capitaine Mira.
L'atmosphère sur la passerelle était tendue, et le capitaine n'aimait pas que ses décisions soient remises en question, ce qui rend ce qui s'est passé ensuite encore plus étrange. 3 minutes après le départ, le capitaine Mira a confié la veille de navigation à Fielinger, puis a quitté la passerelle. Il a demandé « Où en est l'autorisation pour BEI ?» Fielinger répondit avec assurance « Le point le plus proche sera à 3 encablures, ce sera sûr. » Fielinger était l'homme le moins expérimenté sur la passerelle, du moins à son poste. Cependant, il était second officier depuis seulement 27 semaines. Il avait plus d'expérience en tant que marin, ayant commencé comme opérateur radio en 1988. Mais il n'avait jamais été responsable de la navigation lors de la traversée de la mer des Caraïbes. La nuit, cela allait devenir un problème. Ce que ni lui ni le capitaine ne savaient, c'est que la carte qu'ils utilisaient n'avait pas été mise à jour avec les dernières informations. La bouée du récif Prosélyte avait été déplacée d'environ 120 mètres à l'ouest de sa position sur leur carte obsolète. Le choix de la route du capitaine et du premier officier était principalement basé sur ce qu'ils pouvaient en voir. Fielinger avait utilisé l'aide automatique au traçage radar du navire, ou aide automatique au traçage radar du navire. Le système ne fait que ce qu'on lui demande. Si vos cartes sont erronées, l'aide automatique au traçage radar du navire le sera aussi. La bouée lumineuse du récif Prosélyte était à 60 à 70 degrés sur l'avant-tribord. Mais le capitaine Mira était confiant que son second savait ce qu'il faisait, et il a quitté la passerelle. Le journal de bord a noté le changement de commandement. Le navire avançait à 5 ou 6 nœuds, tandis que le capitaine en second Andreasen surveillait les machines et augmentait peu à peu la vitesse. Lorsque Fielinger a vérifié la position du navire, il a commis plusieurs erreurs critiques. Il n'a pas saisi les calculs de dérive dans l'ARPA pour tenir compte du vent d'est et du courant d'ouest qui poussait le navire vers le récif. Il n'a pas verrouillé l'aide automatique au traçage radar du navire sur le sol, ce qui signifie configurer le radar pour utiliser la terre ferme plutôt que la mer ou les mouvements dans l'eau. S'il l'avait fait, cela aurait permis d'obtenir un positionnement plus précis. Et surtout, il s'est fié uniquement à la position de la bouée qui n'était pas là où il pensait qu'elle était. Fielinger prévoyait de changer de cap vers la Martinique dès que le navire serait perpendiculaire à la bouée. Alors que le navire avançait, la passerelle était relativement calme. Fielinger surveillait la progression du navire sur l'ARPA, observant leur approche du point où il devrait ordonner le changement de cap. Mais juste avant d'atteindre ce moment critique, Fielinger reçut un appel téléphonique concernant un passager qui se plaignait d'un bruit près de sa cabine. Fielinger promit d'envoyer quelqu'un pour s'en occuper. Presque en même temps, une alarme de détecteur de fumée automatique retentit sur la passerelle. Le veilleur Frank Arthur Kruger répondit à cette alarme, constata que tout allait bien, puis la désactiva. Ces deux distractions mineures, un appel téléphonique et une fausse alarme, détournèrent l'attention de Fielinger au moment le plus critique. Peu après avoir raccroché, il vit la bouée lumineuse à tribord du navire, d'abord par la fenêtre, puis au radar. Il était temps de contourner le récif. Il ordonna au timonier Perroll de changer de cap. Aucun relèvement visuel ni autre instrument de navigation n'ont été utilisés. Le seul instrument utilisé pour déterminer la position du navire par rapport à la bouée était l'ARPA. Et lui, tout comme ses opérateurs, s'est trompé. Aux alentours de 1h30 du matin, alors que le navire commençait à virer à gauche, le 12 nœuds a raclé le récif Prosélyte alors qu'il naviguait à environ 12 nœuds. Mais heureusement, le paquebot n'est pas resté échoué de façon permanente. Après la secousse de l'impact, le capitaine Mira s'est précipité sur la passerelle et a repris le commandement. Le journal de bord du navire a enregistré le capitaine Torimira sur la passerelle. L'eau s'engouffrait dans plusieurs réservoirs et compartiments étanches, et le navire avait pris de l'eau. Le chef mécanicien du navire, Junior, ainsi que l'officier de sécurité ont signalé qu'il y avait trop d'eau dans les salles des pompes 1 et 2 pour qu'ils puissent la gérer, alors ils fermaient les portes étanches 1 et 2 et se concentraient sur les fuites dans les salles des pompes 3 et 4. 3 des compartiments étanches du navire étaient complètement inondés et plusieurs autres étaient partiellement inondés. Le récif de corail avait ouvert une énorme brèche le long de la coque tribord, mesurant 40 mètres sur 2 mètres. 2 réservoirs de diesel et un réservoir de trop-plein ont aussi été endommagés,
causant une fuite d'environ 380 litres de carburant. L'équipage a réagi rapidement, seulement 5 minutes après l'impact. Toutes les portes étanches du navire ont été fermées depuis la passerelle, sauf la numéro 10 découverte ouverte par l'officier de sécurité qui l'a ensuite refermée manuellement. À 1h36, le capitaine Maïra a dit « Bravo, bravo, bravo !» Sur le système de sonorisation, le code d'urgence du navire a été annoncé. Le capitaine a consulté ses officiers supérieurs. Il n'était alors pas en train de couler, du moins pas rapidement, et il n'avait pas échoué sur le récif. Aucune raison de débarquer les passagers tout de suite. Il a été décidé qu'il serait plus sûr de retourner à Saint-Martin et d'échouer volontairement le navire sur un banc de sable dans la Grande Baie. Mais d'abord, il devait faire débarquer les passagers du navire, tous les 2557 à 147. Le signal d'alarme général a retenti, et tous les passagers et l'équipage ont été invités à rejoindre leur poste d'urgence et d'abandon. Des mises à jour fréquentes étaient diffusées par le système de sonorisation en anglais, espagnol, français et allemand. Les canaux de sauvetage ont été préparés pour l'embarquement depuis la promenade du pont, par 210 et 215. Toutes les cabines des passagers et de l'équipage auraient été évacuées à 220. Heureusement, malgré le grand nombre de personnes à bord, il s'agissait d'une procédure bien entraînée et bien répétée. Seulement 15 minutes plus tard, les passagers et l'équipage ont été informés de se préparer. À 2h35, le capitaine Mira a échoué le navire sur un banc de sable dans la Grande Baie à Saint-Martin sans causer d'autres dommages. Le journal de bord indique « Navire échoué dans la Grande Baie à Saint-Martin ». 10 minutes plus tard, un pilote de la garde côtière locale est monté à bord du Monarque pour aider. Le capitaine avait décidé que les passagers devaient être évacués du navire et il les a informés via le haut-parleur. À ce moment-là, des rapports de blessures ont commencé à arriver. Une infirmière a demandé une équipe de brancardiers pour aider et il y avait des signalements d'autres petites blessures ainsi que quelques cas d'hyperventilation et de panique. Les passagers qui avaient besoin d'une légère sédation, mais rien de grave, avaient eu de la chance. À 2h45, la première navette a débarqué les invités bâbord aux portes du bunker et de l'équipage. Mais l'eau continuait d'entrer à 3h26. Le capitaine en second Andréasen a signalé qu'il y avait déjà entre 1 et 1,50 m d'eau au-dessus du pont le plus bas et que l'eau remplissait la cage d'ascenseur. Il ne savait pas si le Monarque allait basculer d'un côté ou de l'autre ou si l'inondation atteindrait les ponts où les canaux de sauvetage étaient en train d'être préparés. Remplir et mettre à l'eau ces canaux avant que la situation n'empire serait difficile. Ils étaient engagés dans une course contre la montre. Les bateaux navettes locaux ont tout changé, fonçant vers le Monarque depuis Saint-Martin. Des navires comme le Santa Maria, qui avait précédemment transporté le patient malade à terre, se sont précipités pour débarquer le plus grand nombre de passagers du paquebot aussi rapidement que possible. À 5h19 du matin, les 2557 passagers avaient tous été évacués du navire en toute sécurité. Peu après, l'équipage a suivi. Toute l'évacuation a été réalisée en un peu plus de 2h30. Le Monarch of the Seas. Les dégâts furent importants. Le navire a été en cale sèche 3 mois pour réparation chez Atlantic Marine à Mobile, Alabama. 114 compartiments du navire ont dû être nettoyés. La plupart des machines ont dû être remplacées, 460 tonnes de tôle de coque devaient être installées et 29 km de câblage électrique ont dû être remplacés. La garde côtière américaine et la direction maritime norvégienne ont publié de nouvelles recommandations pour la navigation des navires de croisière, insistant sur l'utilisation de plusieurs aides à la navigation et la mise à jour des cartes. L'enquête conjointe menée par l'enquêteur maritime norvégien et la garde côtière des États-Unis a conclu que l'échouement du Monarch of the Sea était dû à une multitude de défaillances humaines. Premièrement, le fait que l'équipage n'ait pas mis à jour les cartes du navire, notamment l'absence de prise en compte du déplacement de la bouée signalant le récif prosélyte et la confiance accordée à cette bouée comme unique moyen de déterminer la position du navire. Ils auraient dû savoir que, comme tous les navires de la région, ils avaient reçu un avis les informant que la bouée avait été déplacée.
Deuxièmement, il y avait le manque d'expérience du second officier Fielinger. Et troisièmement, l'échec de Fielinger à utiliser plusieurs aides à la navigation. Le manuel de gestion de la sécurité internationale de Royal Caribbean souligne l'importance de ne pas se fier à un seul outil de navigation. Surtout pendant la nuit. L'un de ces outils, ce sont vos yeux. Quatrièmement, l'équipage de la passerelle n'a pas réussi à établir un plan de voyage adéquat pour la déviation vers Saint-Martin et pour le départ vers la Martinique autour du récif Prosélyte. Ce n'est pas le protocole habituel. Et enfin, les relations tendues entre les membres de l'équipage de la passerelle. Si le capitaine en second Hans Andreasson n'avait pas été rabroué chaque fois qu'il faisait une suggestion, ils auraient peut-être choisi une route plus sûre. Bien que l'incident du Monarch of the Seas ait été terrifiant, aucune blessure grave ni perte de vie n'a été signalée. Pour une fois, nous, à Dark Records, pouvons vous offrir une fin un peu heureuse. Tout le monde a survécu. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci de vous abonner. Cela nous aide beaucoup.